Merci. Je vous invite à porter vos casques. My presentation is in French, so I would like you to... Alors, si vous pouvez porter vos casques. Le travail que je vais vous présenter s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche qui s'articule autour de 3 axes. La question du viol, la question de la violence foncière et puis la question de la violence des jeunes. Donc c'est un programme que nous avons conduit en Côte d'Ivoire dans le cadre du programme Ville sûre et inclusive. Et moi, je me suis attardé sur le 3e axe, c'est-à-dire la violence des jeunes. Et là-dessus, j'ai étudié le phénomène de la criminalité dans les transports publics artisanaux. Le phénomène donc a été étudié, comme je le disais, en Côte d'Ivoire. Ce phénomène de criminalisation dans les transports publics artisanaux existe depuis une dizaine d'années, dans un contexte marqué par 2 guerres, une en 2002 et une autre en 2010. Et ce phénomène a été observé surtout à Abidjan, sur toute l'étendue du territoire abidjanais, principalement autour de 6 hubs que vous voyez là en rouge. Et il s'agit de qui? Quels sont les porteurs de cette violence? Eh bien, ce sont 2 catégories principales d'acteurs. Une catégorie qu'on appelle les syndicats et une autre qu'on appelle les Nyambros. Les syndicats sont constitués en grande partie d'ex-combattants, donc des 2 guerres dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis les Nyambros sont en général des repris de justice ou des jeunes désœuvrés. Donc ils sont organisés sur les hubs à travers l'organigramme que vous voyez là. Donc il y a un président du syndicat, il y a un chef du syndicat, il y a un général. Alors le général, c'est vraiment la pièce maîtresse du syndicat. C'est lui qui organise les opérations sur le hub, c'est lui qui sécurise le hub. C'est aussi lui qui planifie les attaques dans d'autres hubs pour s'approprier des espaces. Et puis il a 2 généraux qui sont à ses côtés, donc qui assurent sa sécurité. Et en dessous de lui, vous avez le chef de gare. C'est vraiment lui qui réunit toutes les sommes qui sont illégalement collectées chaque jour sur les hubs de transport par les 3 paliers que vous voyez là. Alors, comment ils procèdent, ces acteurs de la violence, quand ils doivent lancer une attaque ou une contre-attaque, soit pour occuper de force un espace, un hub de transport, ou pour le reprendre, eh bien, ils recrutent sous l'autorité du général, je l'ai dit, des combattants à qui ils font faire une préparation psychologique, une préparation mystique également, avant de lancer les opérations. Et ces opérations, généralement, se caractérisent par une attaque collective très violente qui se solde bien souvent par des morts ou alors par des blessures indélébiles. Les armes que ces acteurs utilisent le plus souvent, ce sont des armes classiques, donc des Kalachnikov ou alors des calibres 12 qui sont des armes traditionnelles, mais aussi des armes blanches ordinaires comme des couteaux, des machettes, mais c'est surtout des armes blanches non ordinaires qui sont dotées de pouvoirs mystiques supposés que ces acteurs utilisent. Je vous en donne quelques exemples. Il y en a plusieurs, mais là, ce que vous voyez là, c'est une corne d'animal qui est rendue pointue,
qui est mystiquement préparé et qui est capable de faire mal, empoisonner celui à qui c'est destiné, ou alors lui donner une blessure qui, selon eux, ne guérit jamais. À côté de cette arme qui est redoutable, mais qui, je le précise, a une antidote, puisque je vous l'ai expliqué tantôt, le mystique agit beaucoup dans ce milieu. Il y a des armes comme ce que vous voyez là, c'est une bouteille de soda qu'on casse, tout simplement, mais qui a la particularité de ne pas avoir d'antidote. Et c'est une arme qui est particulièrement redoutable dans le milieu. Quel est l'enjeu de ces violences? Eh bien, l'enjeu, il est unique. Principalement, c'est le contrôle des hubs de transport public artisanal ou de certains espaces au sein de ces hubs pour capter illégalement les ressources qui sont prélevées chaque jour à chaque chargement auprès des chauffeurs de taxi ou des chauffeurs de minibus qu'on appelle communément BACA qui viennent charger les clients sur ces espaces. Alors, je voudrais m'attarder maintenant sur la spécificité ou les spécificités du cas ivoirien. Il faut noter que dans le cas de la Côte d'Ivoire, cette étude a permis de dégager 6 spécificités. La première, c'est que le phénomène donc, de la violence dans le transport est un phénomène qui présente ce secteur comme un domaine de non-droit. Un domaine de non-droit qui échappe au pouvoir public, qui apparemment sont impuissants face à la montée du phénomène et à son ampleur. Deuxième chose que nous avons retenue, c'est que la capacité de nuisance est représentée dans ce secteur comme une compétence d'insertion économique. Ça veut dire que celui qui a une capacité de nuisance, celui qui peut faire mal, c'est celui-là qui réussit à avoir des parts de marché, à avoir droit de cité dans ce secteur. Du coup, on assiste à travers ce phénomène à un dépassement de la conception classique de la compétence, c'est-à-dire le savoir-faire, pour épouser une autre conception, pour observer une autre conception, c'est le savoir nuire. On note également que dans le cas ivoirien, il y a une dimension mystique très importante de cette violence dans le transport qui pousse les acteurs, donc les Niambro et les syndicats dont j'ai parlé tout à l'heure, à aller jusque dans certains pays voisins comme le Burkina Faso, le Mali ou le Niger pour rechercher des pouvoirs mystiques dans le but de pouvoir exercer la violence. L'autre chose, l'autre spécificité, c'est que les hubs de transport public informel, du fait donc de cette violence, sont devenus un terreau de violence multiforme. C'est-à-dire que parmi les acteurs de la violence, donc Niambro et syndicats, vous avez pendant les joutes électorales, pendant les processus électoraux, élections municipales, élections législatives, certaines personnalités politiques qui viennent puiser dans la réserve de ces jeunes gens pour aller s'attaquer à des QG de campagne de leurs adversaires. Donc, cette violence dans le secteur du transport artisanal urbain alimente d'une certaine façon la violence politique en Côte d'Ivoire pendant les périodes électorales. L'autre chose également, c'est que c'est un phénomène qui permet aussi de nourrir le phénomène des microbes, des enfants microbes, dont je parlais tout à l'heure. Il s'agit de jeunes gens de 10 ans, 11 ans, 12 ans, en tout cas moins de 18 ans, qui s'adonnent à de la violence dans les rues d'Abidjan. Ils opèrent principalement dans les quartiers périphériques, mais de plus en plus, ils vont vers les quartiers un peu plus où la classe moyenne se trouve. Et il n'est pas exclu que dans les mois ou dans les semaines à venir, ils s'attaquent au quartier UP. Donc ce sont des jeunes gens qui, comme je le disais, estiment qu'ils ont été oubliés par la croissance économique qui est en cours en Côte d'Ivoire, et donc qui, en agressant les passants à visage découvert, de jour comme de nuit, eh bien, espèrent pouvoir
exister socialement à travers les biens qu'ils arrachent à ces passants-là. Et ces jeunes gens-là sont mobilisés pendant les périodes d'attaque des hubs ou de contre-attaque, sont mobilisés comme des renforts. C'est-à-dire qu'on leur fait appel, compte tenu du fait qu'ils ont une certaine capacité de nuisance, on leur fait appel également pour prêter main forte aux acteurs de violence. On a assisté aussi, à travers le cas ivoirien, à une réinvention de la solidarité. La solidarité dans l'insertion économique de ces jeunes qui mobilisent la violence. Je l'ai dit tantôt, j'insiste là-dessus pour dire qu'à travers le phénomène donc, du renfort, ils utilisent des bras armés qui viennent donc d'ailleurs pour pouvoir mener des actes de violence, des actes de brigandage, de sorte à pouvoir mettre la main sur les espaces qui sont convoités. Donc, il y a une sorte de réinvention de la solidarité ou de réinsertion du lien social pour porter des projets de violence. La conclusion que nous avons tirée de cette étude, c'est que dans un contexte post-conflit, comme celui de la Côte d'Ivoire donc, marqué par la pauvreté et le chômage, des ex-combattants ou des acteurs familiers à la violence peuvent mobiliser le savoir-faire violent acquis par expérience pour monopoliser de force un secteur d'activité en vue de s'insérer dans le tissu économique. Ça, c'est vraiment la conclusion que nous avons tirée de notre étude. Quelles sont les implications politiques? Nous en voyons fondamentalement une, mais les réflexions sont toujours en cours, c'est de pouvoir délégitimer les groupements de syndicats et de Nyambro. Ils se sont auto-légitimés par la violence. Comme on dit en Côte d'Ivoire, dans le jargon populaire, on ne peut rien contre eux. Et donc, il faut que les pouvoirs publics reprennent en main ce secteur en délégitimant ces groupes de Nyambro et de syndicats. Mais comment y parvenir? Nous pensons que l'une des actions qu'on pourrait mener, c'est de moderniser le secteur des transports publics artisanaux en l'intégrant au secteur des transports publics modernes, parce que ce secteur, donc transport public artisanal, est aujourd'hui en Côte d'Ivoire le principal moyen de mobilité des usagers. Il coûte relativement moins cher et il paraît beaucoup plus rapide que le transport public où il faut attendre longtemps des heures à l'arrêt de bus, avec quelquefois des bus qui tombent en panne ou bien qui sont bondés. Et donc, c'est un secteur stratégique, le secteur des transports publics artisanaux, mais qui malheureusement est aujourd'hui contrôlé par des acteurs de violence. Et donc, l'idée serait d'intégrer ce secteur au secteur public moderne de transport, mais faire cette intégration ou cette transition de façon intelligente. Parce que les Nyambro et les syndicats constituent un vivier de violence. Ils ont une grande capacité de nuisance. Et donc, si on ne procède pas intelligemment, eh bien, il pourrait y avoir un effet de boomerang. On pourra rentrer dans le détail tout à l'heure lors des discussions. Ceci donc nous a permis de dégager une autre perspective de recherche sur un phénomène qu'on appelle le phénomène du droit du sol, qui se déroule cette fois non pas sur les hubs, mais dans l'environnement immédiat des hubs. Qu'est-ce qui se passe? On assiste à un rançonnement des acteurs, notamment les commerçantes ou bien des voyageurs qui sont présents sur ces espaces voisins, ces espaces mitoyens des hubs. Et ces mêmes acteurs de violence vont rançonner ces commerçantes et les voyageurs dont je parlais tout à l'heure, mais au moyen d'une autre forme de violence, au moyen de la violence symbolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une femme, par exemple, se retrouve à vendre ou à mener une activité économique dans les environs, eh bien, tous les jours, ils vont et on lui prélève une taxe
sans utiliser la brutalité, mais en inspirant la peur qu'on leur connaît. Et c'est un phénomène qui est intéressant et que nous pourrions étudier également. Je voudrais donc terminer en remerciant, à la suite de ma collègue du Ghana tout à l'heure, le CRDI et le DEFID pour leur implication financière dans l'étude. Remercier également mon université pour son soutien institutionnel. Remercier aussi Jennifer et Madame Thune, avec qui on a collaboré de façon dynamique. Et puis le professeur Francis Akindes pour la supervision scientifique de l'étude. Je vous remercie.